Donc, je suis le docteur Massira, je suis le médecin coordonnateur de l'HAD. Donc, je vais vous présenter quelques notions sur l'HAD. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'HAD c'est l'hospitalisation à domicile, qui a pour mission d'assurer au domicile des soins complexes et coordonnés. Donc, il y a besoin d'une autorisation de territoire pour exercer son activité. Elle est financée, comme on l'a dit tout à l'heure, par le système de la T2A. Elle est soumise à certification comme les établissements de santé et on définit également un parcours de soins. Donc, sur les Alpes-Maritimes, il y a plusieurs HAD. On note l'HAD de Nice, de Saint-Laurent-du-Var, Assy-sur-Arnaud-de-Zanc, Grasse et Cannes. Notre secteur d'activité se situe essentiellement dans la zone orangée, donc qui part du Var et qui va jusqu'à Cannes et Grasse en montant assez haut dans l'arrière-pays. Donc là, on travaille essentiellement avec nos infirmières salariées, les aides-soignantes. Et dans les secteurs qui sont beaucoup plus reculés, il n'y a pas vraiment d'autorisation de territoire. Là, on peut travailler, mais en faisant appel à des intervenants extérieurs, à savoir des infirmières libérales. Donc, qu'appelle-t-on soins complexes et coordonnés, bien entendu. Donc, pour admettre un patient en HAD, il faut donc se référer à des pathologies qui sont assez compliquées à gérer en dehors du SIAD, par exemple, ou des infirmières libérales. Donc, cela fait appel à des modes de prise en charge qui sont assez définis strictement, avec des critères stricts, et qui sont définis dans un guide méthodologique qui est publié chaque année, qui est revu chaque année, avec les critères qui sont réadaptés chaque année. On compte à peu près 22 modes de prise en charge. Et les modes de prise en charge peuvent se combiner par 2 maximum. Certains modes de prise en charge peuvent se suffire à eux-mêmes. Et par contre, certains autres modes de prise en charge ne peuvent être pris en charge qu'associés avec un autre. Donc voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, dire qu'il y a des critères assez précis. Donc il faut rentrer dans les cases pour pouvoir faire appel à l'HAD. Donc c'est pour ça qu'on demande sur la fiche d'admission d'avoir certains critères et certaines précisions à nous apporter pour savoir si le patient peut faire appel à l'HAD ou pas. Donc voilà, ça c'est un exemple des différents modes de prise en charge. Vous pouvez voir qu'à l'HAD, on travaille quand même beaucoup avec des patients qui sont pris en soins palliatifs. On essaye effectivement de mener nous le plus loin possible le patient quand c'est une demande de la famille et d'accompagner le patient même jusqu'à la fin de vie si possible. Et la petite différence avec le secteur 2, c'est que vu qu'il y a le médecin traitant plus le médecin coordonnateur, des fois on arrive mieux à assurer la prise en charge et à mener les soins jusqu'au bout sans avoir besoin de repasser par la case hospitalisation. Ensuite, on fait énormément de patients avec des plaies chroniques et complexes, notamment tout ce qui est pansement par pression négative, donc souvent en corrélation avec les chirurgiens vasculaires ou les orthopédistes parfois. Et avec la clinique, on travaille beaucoup à la prise en charge de patients en relais de post-opératoire, pour une durée normalement assez limitée quand même, parce que dès que la prise en charge se simplifie, on passe souvent le relais aux libéraux. On ne peut pas garder un patient qui n'est pas suffisamment complexe jusqu'au bout de la prise en charge. Donc, concernant la tarification, en fonction de ce qu'on a coté comme activité, en fonction du type de pathologie, on va définir un groupe homogène de tarifs, c'est-à-dire un prix de journée. Donc voilà à peu près comment ça se calcule. Il y a le tarif de base. Après, il y a des coefficients pondérateurs en fonction du mode de prise en charge principal, du mode de prise en charge associé et du coefficient de l'indice de Karnofsky qui est corrélé à l'état du patient, en fait, à son autonomie et donc à son niveau de dépendance, si je peux dire. Les 4 premiers jours, le prix de journée est versé à 100% et ensuite c'est dégressif tout au long de la prise en charge. Donc en fait, le but est quand même, de la part de la CPAM, de limiter la durée de prise en charge par l'HAD. Donc pour l'Institut Arnaud de Zanc, en moyenne, notre prix de journée s'élève à 194,77 € à ce précis. Et ça comprend bien entendu le prix du personnel salarié de l'HAD,
toutes les interventions des professionnels libéraux, les traitements médicamenteux, l'allocation du matériel, tous les autres dispositifs médicaux, certains transports et laboratoires. Par contre, les honoraires des médecins ne sont pas pris en charge dans ce prix de journée. Il y a une petite notion à apporter, c'est que l'HAD de l'Institut est donc privé, à visée associative mais privée. Et donc là, les honoraires des médecins sont réglés indépendamment, alors que les HAD de Cannes et de Grasse sont des HAD publics. Et donc là, les honoraires des médecins sont compris dans leur prix de journée, mais ils ont donc un autre système de tarification un petit peu plus élevé qu'en privé. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une prise en charge globale et coordonnée, donc qui amène à la pluridisciplinarité. Donc effectivement, le premier acteur, souvent, c'est le médecin traitant, qui peut être le demandeur, bien entendu, mais qui va être en tout cas le médecin référent du patient. Voilà. En aucun cas, le médecin coordonnateur ne prend en charge le patient ne prend le suivi du patient dans la prise en charge. Le médecin coordonnateur est là pour, donc, comme son nom l'indique, coordonner, éventuellement donner des conseils, échanger avec les différents intervenants. Donc, également, il y a le médecin hospitalier qui est souvent prescripteur d'un relais HAD à la suite d'une hospitalisation. Et bien sûr, donc, interviennent les infirmières. À l'HAD, on en a 8, les aides-soignantes à peu près 7 ou 8, le psychologue, on en a une bien sûr à temps partiel, une assistante sociale aussi à temps partiel, et on fait appel à des libéraux qui sont éventuellement kinésithérapeutes, orthophonistes, et on est en lien étroit bien sûr avec les pharmaciens. Donc, comment se passe le parcours de soins en HAD? Donc effectivement, il y a une préadmission avec une demande qui est remplie soit par le médecin hospitalier, soit par le médecin traitant. L'admission donc, qui est reçue à l'HAD, qui est validée par moi-même ou par la direction. Et après, on définit le projet thérapeutique et on envisage des fois, dans certains cas, déjà la sortie avec les relais éventuels. Donc, à la préadmission, on va demander de remplir un formulaire de manière assez précise, si possible, pour nous aider ensuite à classer le patient et à voir s'il relève ou pas de l'HAD. Donc là, c'est le formulaire qui déroule, c'est notre formulaire à nous. Il peut être différent suivant les HAD, chacun a son propre formulaire. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est de voir l'autonomie du patient, donc de voir les nécessités des aides éventuelles, de voir s'il y a un aidant à la maison ou pas, un aidant naturel, le diagnostic bien entendu, et ensuite tout ce qui est demandé pour la prise en charge, de quoi a besoin le patient. Donc là, on vous demande de cocher des petites cases. Voilà, après de détailler peut-être un petit peu les soins. Et nous, ça nous permet de voir donc, si le patient est éligible et d'accepter ou pas la demande. Voilà, ça reprend un petit peu ce que je vous disais. Donc, une fois que les critères d'HAD sont validés, on voit au niveau du domicile si c'est faisable, parce que des fois le domicile ne se prête pas du tout à la prise en charge HAD. On a eu des cas où le patient vivait dans un studio minuscule, ne serait-ce que d'envisager de mettre un lit médicalisé, c'était impossible. Donc des fois on est obligé de refuser à cause de notions comme celle-ci. Effectivement aussi, des fois quand il n'y a pas d'entourage d'aidants, ça va être compliqué de maintenir quelqu'un à domicile. Alors des fois on a le biais grâce à l'assistance sociale, on va avoir possibilité d'avoir des aides sociales, mais pas toujours, donc des fois c'est impossible aussi. Et donc le médecin traitant reste le prescripteur tout au long de la prise en charge. Donc on a besoin de son accord pour continuer à prendre en charge ce patient à domicile. Et bien sûr, on a besoin de l'accord du patient et de l'entourage. Alors effectivement, si nécessaire, on peut faire une visite de préadmission. On rappelle dans tous les cas le demandeur, soit pour lui signifier notre accord et organiser la mission, soit pour signifier un refus et proposer une alternative. Donc ensuite, quand l'admission a été accordée, on organise cette prise en charge avec, en fonction des ordonnances de sortie, on commande les traitements, on commande le matériel nécessaire, on fait la planification des soins et puis on envoie une infirmière au domicile pour accueillir le patient et pour amener tout le matériel et les traitements. Voilà, en fonction du projet thérapeutique, bien entendu, qui a été défini en amont. Alors, comment ça se passe
quand le patient est en séjour en HAD. Donc tout au long du séjour, eh bien, il y a des liens avec le médecin traitant ou le médecin hospitalier et éventuellement avec le médecin coordonnateur. Une fois par semaine, on fait un staff qui nous permet de parler de chacun des patients et d'évaluer les besoins du patient. On peut éventuellement, dans ce cas difficile, faire intervenir l'équipe mobile de soins palliatifs. On peut aussi, de temps en temps, organiser des réunions éthiques dans un cas compliqué. Et tout au long de la prise en charge, eh bien, on a les infirmières et les soignantes qui interviennent, éventuellement l'assistante sociale, de temps en temps aussi la psychologue, et parfois kinésithérapeute, orthophoniste ou autres intervenants libéraux nécessaires à la bonne prise en charge du patient. Le pharmacien pour les médicaments, les prestataires de santé pour la location du matériel, les laboratoires pour les suivis biologiques. Dans tous les cas, il y a une permanence de soins avec une astreinte infirmière 24 heures sur 24. Donc ensuite, la fin de l'HAD va se définir souvent après le staff. Donc on va voir si le projet thérapeutique a été atteint ou pas, et voir si le patient peut sortir, si l'objectif est atteint, s'il a besoin d'un relais. Si le cas n'est plus suffisamment complexe pour qu'il soit gardé en HAD, alors à ce moment-là, on fait un relais soit vers l'infirmière libérale, soit vers un SIAD s'il y a encore des soins qui sont nécessaires. De temps en temps, le patient décède, donc là, ce n'est pas forcément prévu. Et de temps en temps, le patient s'aggrave et donc on est obligé de réhospitaliser le patient. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs modes de prise en charge et récemment, la DGOS a mis en place un nouveau mode de prise en charge qui est encore un petit peu à l'étude dans un but de raccourcir les temps d'hospitalisation après une chirurgie. Dans le but même de diviser par 2 la durée moyenne du séjour de l'intervention chirurgicale. Donc pour ce mode de prise en charge, ils ont ciblé plusieurs types de chirurgie. Donc c'est assez restrictif là aussi, il faut rentrer dans les cases. Donc des chirurgies digestives qui correspondent à la résection rectale et des interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon. Des chirurgies orthopédiques avec fracture du fémur chez la personne âgée, et prothèse totale du genou, et aussi quelques cibles en gynécologie. Ils définissent également un état médical du patient, donc ça doit être un patient qui présente certains critères avec des comorbidités pour toujours justifier d'une certaine complexité de prise en charge, et aussi la possibilité que l'entourage soit présent pour assurer une bonne prise en charge à domicile. Et donc, ce mode de prise en charge demande que le parcours de soins soit débuté en amont de la réelle prise en charge chirurgicale. Donc, ça demande aux praticiens, sur les patients qu'il va recevoir en consultation, de définir s'il rentre dans ces cases-là, s'il peut ensuite bénéficier d'une sortie précoce. Et donc, il y a un dossier dédié qui a été élaboré, qui a été un petit peu distribué dans la clinique, pour éventuellement, déjà dès la mise en place pour mettre en place le processus le plus tôt possible et voir si le patient peut bénéficier de cette prise en charge. Voilà, je vous remercie.